Donc, quand on m'a demandé de parler du concept d'habitabilité, j'en ai profité pour plonger un peu dans d'anciens ouvrages qui datent de 1687 ou 1686, on verra tout à l'heure si je ne me trompe pas sur la date, qui datent de De Fontenelle et qui permettent de voir comment ces premiers concepts sont arrivés au XVIIe siècle, quelques autres qui ont pensé avant, mais voir un petit peu quel pas on a fait et s'il y a des choses qui rentrent en résonance entre ce qui se passait il y a plus de 300 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va commencer à parler de comment la notion d'habitabilité est née à l'époque de Fontenelle. Il y a eu des choses auparavant, mais les connaissances scientifiques n'étaient pas assez poussées. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on connaît sur les planètes extrasolaires aujourd'hui et où chercher la vie autour de ces planètes? Donc toute la question d'habitabilité qui est derrière. Comment on définit une planète habitable ou en zone habitable et qu'est-ce qu'on en connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on en connaît? Est-ce qu'on n'en connaît pas? Et qu'est-ce qu'on pourra faire demain? Donc on commence un peu par faire un saut dans le passé, en s'intéressant à quelqu'un de particulièrement intéressant, Bernard Le Bouyer de Fontenelle. Alors vous voyez ces dates ici, pratiquement centenaire au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'était pas fréquent. Il lui a manqué 1 ou 2 mois pour être centenaire, et 99 ans et quelques, il est décédé. Donc c'est un philosophe, c'était pas un astronome, c'est un philosophe, mais parmi ses centres d'intérêt était notamment l'histoire des sciences et comment la science se construit, comment la science s'acquiert. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a écrit un ouvrage en 1686, un ouvrage qui s'appelle « Entretien sur la pluralité des mondes », un ouvrage qu'il définit lui-même comme un ouvrage de vulgarisation scientifique. Alors il n'utilise pas ces termes-là, mais il le dit « J'ai tâché de l'amener à un point où elle ne fut ni trop sèche pour les gens du monde, ni trop badine pour les savants. » Donc quelque chose, on essaie de dire des choses, mais on ne le laisse quand même pas, on espère que tout le monde est capable de le lire. Donc sur un sujet, enfin tout le monde. Ceux qui savaient lire à l'époque, c'est quand même pas tout le monde. Donc sur un sujet d'intérêt qu'il définit lui-même large, et là je peux être que d'accord avec lui, j'ai choisi dans toute la philosophie la matière la plus capable de piquer la curiosité. Il semble que rien ne devrait nous intéresser davantage que de savoir comment est fait ce monde que nous habitons et s'il y a d'autres mondes semblables et qui soient habités. Donc pour mettre un peu ça dans son contexte, donc l'ouvrage 1686, c'est l'année où Newton publie Philosophia Naturalis Principia Mathematica, dans lequel il exprime notamment la gravité universelle. Donc ça donne un peu l'époque et le contexte. Donc c'est un ouvrage qui est relativement symptomatique des premières interrogations qui se posent pour savoir si les autres planètes sont habitées et pourquoi on commence à se poser cette question-là, pourquoi on en arrive ici. Même s'il y avait déjà des choses auparavant, là on commence à avoir des éléments scientifiques pour se poser la question. Donc l'époque, on est en pleine époque de révolution scientifique. On est en train de passer d'un monde qu'on imaginait géocentrique, donc le monde d'avant Copernic, où la Terre était au centre de l'univers et tout tournait autour, notamment le Soleil. Voilà, on n'entend pas d'abord de s'imaginer qu'il fallait que la Terre fût en repos au centre de l'univers, tandis que tous les corps célestes qui étaient faits pour elle prendraient la peine de tourner alentour pour l'éclairer. Et puis, voilà, on est vraiment à cette époque-là. Copernic, c'est un peu plus d'un siècle auparavant, mais Copernic, ça a mis du temps à diffuser. Et surtout, Kepler et Galilée, là vraiment les idées qui mettent en place le système héliocentrique avec le Soleil qui est au centre de l'univers. Il était encore au centre de l'univers, il fallait encore un petit peu de temps pour le repousser du centre de l'univers, mais le Soleil au centre de l'univers, avec toutes les planètes qui tournent autour, et notamment la Terre. Donc là, tout tourne présentement autour du Soleil, la Terre y tourne elle-même. Je suis bon gré à Copernic d'avoir rabattu la vanité des hommes qui s'étaient mis à la plus belle place de l'univers. Donc ça a plusieurs conséquences. Mettre non plus la Terre au centre de l'univers mais le Soleil, ça a 2 conséquences principales. La première, elle est philosophique. La Terre devient une planète comme les autres. Elle n'a rien de particulier, ce n'est pas le centre de l'univers, elle est une planète comme les autres, elle tourne autour du Soleil comme les autres planètes. Donc à partir de ce moment-là, si cette planète est comme les autres, est-ce qu'il y a de la vie sur notre planète? Les autres planètes sont comme nous, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de la vie sur les autres planètes également? Donc c'est les premières questions que se pose De Fontenelle et d'autres avec lui. Puisque le Soleil est présentement immobile, le Soleil a cessé d'être une planète, que la Terre qui se met autour de lui a commencé à en être une, vous ne serez pas si surpris d'entendre dire que la Lune est une Terre comme celle-ci et qu'apparemment elle est habitée. Donc il commence à imaginer la Lune habitée, on va voir d'où ça vient, mais voilà, la question se pose, la Terre est une planète comme les autres, donc les autres planètes sont comme la Terre, pourquoi elle ne serait pas habitée? Et puis l'autre conséquence directe de Copernic,
c'est que les étoiles deviennent des soleils. Ça, on le voit un peu moins souvent, mais si la Terre se déplace autour du Soleil, donc la Terre n'est plus mobile, quand on regarde une étoile lointaine, entre le moment où on l'observe en janvier ou en juillet, on ne va pas la voir dans la même direction, elle va présenter ce qu'on appelle un mouvement de parallaxe apparent. De manière apparente, à cause de notre déplacement, on a l'impression de voir toutes les étoiles se déplacer tout au long de 6 mois. C'est ce qu'on appelle la mesure de la parallaxe aujourd'hui. Alors si les étoiles ne sont pas très lointaines, ce mouvement, dès l'époque de Fontenelle, on aurait dû le voir. On aurait dû voir de manière apparente les étoiles se balader dans le ciel tous les 6 mois, avec un mouvement circulaire tous les 6 mois régulièrement. Or, à l'époque, ils ne le voyaient pas. C'est cette méthode-là qui permet de mesurer la distance des étoiles aujourd'hui, mais elle a été mesurée pour la première fois en 1800 et quelques. Alors pourquoi elle a été mesurée beaucoup plus tard et pas à l'époque de Fontenelle ? Parce que les étoiles sont très très loin en réalité, et donc que ce mouvement de parallaxe, de déplacement apparent de l'étoile est tout petit. Plus l'étoile est loin, plus ce mouvement de déplacement apparent de l'étoile sera petit. Donc si à l'époque de Fontenelle on ne mesure pas ce mouvement de parallaxe alors qu'on accepte que la Terre se déplace, la seule conclusion qu'on peut avoir, c'est que les étoiles sont très 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 lointaines. Et donc ça fait un pas par rapport aux pensées jusqu'au maintenant, et là de Fontenelle lui-même, les étoiles fixes ne seraient moins éloignées de la Terre que de 27 600 fois la distance d'ici au Soleil. Voilà, si on traduit ça en mesure d'aujourd'hui, ça fait 0,5 années-lumière, donc il pouvait déjà en déduire que les étoiles étaient à plus que 0,5 années-lumière, si on déduit ça en mesure d'aujourd'hui. Et la conclusion qui est derrière, les voilà donc lumineuses par elles-mêmes, et toutes en un mot, autant de soleils. Donc Copernic directement traduit le fait que les étoiles sont des objets extrêmement lumineux parce qu'elles sont lointaines et donc ce sont des soleils. Bon, il va quand même beaucoup s'intéresser aux planètes du système solaire. Il va d'abord s'intéresser à la Lune et il va se poser la question de savoir si la Lune est habitée. S'il faut que la Lune ressemble en tout point à la Terre, vous voilà dans l'obligation de croire la Lune habitée. Et ensuite, toute une discussion où il explique que on voit les mers sur la Lune. C'est à l'époque où on pensait encore que ces zones sombres étaient des mers et des remplies d'océans, et que même que Cassini aurait vu des rivières au milieu. Donc une apparence similarité entre la Lune et la Terre était perceptible à l'époque. On pensait qu'il y avait de l'eau sur la Lune, qu'il y avait des mers. Donc voilà pour illustration un petit peu la vision qu'on pouvait avoir de la Lune en 1680. Donc ça, un dessin de Cassini. Ici, les premiers dessins de Galilée en 1610. Donc en 1680, on a déjà des bons moyens d'observation. On a déjà des cartographies de la Lune qui commencent à être relativement précises. Si on compare ça avec des photos d'aujourd'hui, on compare, on voit des choses tout à fait semblables à ce qu'on peut voir sur une photo aujourd'hui. Donc il y a quand même quelque chose qui l'embête sur la Lune, c'est qu'il n'y a pas de nuages. Ça le gêne quand même. Alors il a accepté qu'il y avait de l'eau juste avant, là, on l'a vu, il disait qu'il y avait des océans et des rivières sur la Lune, mais là il est un petit peu gêné quand même parce qu'il dit que sur Terre, la chaleur du Soleil élève de la Terre et des eaux des exhalaisons et des vapeurs, donc c'est les nuages, qui montent en l'air jusqu'à des hauteurs, s'y assemblent et font des nuages. Et sur la Lune, il n'y a pas ça. Donc il se dit, si la Lune, s'il n'y a pas de nuages, c'est donc un corps infiniment plus dur et plus solide que nos terres, il faut que ce soit quelques amas de rochers et de marbre où il ne se fait point d'évaporation. Donc voilà, ça gêne quand même qu'il n'y ait pas d'eau. On voit que la notion d'eau commence à être importante. Alors il voit des océans, mais pour autant il ne voit pas de nuages, donc il y a quelque chose qui l'embête un petit peu là-dessus sur la Lune. Donc on commence à voir ici la notion que la présence d'eau est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte si on s'intéresse à savoir s'il y a des habitants sur la planète ou pas. Alors il ne va pas le garder longtemps, parce qu'il va s'intéresser à d'autres planètes, il va s'intéresser notamment à Mercure et Vénus, et là le fait qu'il n'y ait pas d'eau dessus ne va pas le gêner du tout. La chaleur à laquelle ils sont accoutumés est si excessive que celle qu'il fait ici au fond de l'Afrique les glacerait. Apparemment notre fer, notre argent, notre or se fondraient chez eux et on ne les verrait qu'en liqueur. Les gens de Mercure ne soupçonneraient pas que dans un autre monde, ces liqueurs-là, qui font peut-être leurs rivières, sont des corps plus durs que l'on connaisse. Donc même sur des planètes où il imagine bien que la température est énorme, même sur ces planètes-là, il imagine qu'il y a de la vie, alors bien sûr une vie extrêmement différente de celle qu'on... Il ne parle pas à quoi ressemblerait, mais il imagine éventuellement qu'il y a une vie.
Alors pour donner un petit peu la vision moderne maintenant de ces planètes, hein, de Mercure et de Vénus, donc Mercure, température 430 degrés Celsius pour la face qui est éclairée par le Soleil, et puis moins 180 degrés Celsius pour la face obscure. Donc il n'y a pas de nuages sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a rien qui permet de conserver la température. Donc quand on passe du jour à la nuit, la température fait un saut absolument énorme entre très chaud et très froid. Sur Vénus, 450 degrés au sol, 550 degrés Celsius au sol. Alors juste pour remarquer, hein, Mercure est quand même plus proche du Soleil que Vénus. Pour autant, il fait plus chaud sur Vénus que sur Mercure, même Mercure face au Soleil. Ça, c'est l'effet de serre. C'est directement l'effet de serre d'une couche importante d'atmosphère qu'on voit directement en action ici. Il fait plus chaud sur Vénus que sur Mercure parce qu'il y a une atmosphère autour de Vénus et il y a un effet de serre important qui est mis en place. Alors par contre, Mars n'intéresse pas. Mars, voilà. Mars n'a rien de curieux que je sache. Ses jours sont de plus d'une demi-heure plus longs que les nôtres et ses années valent 2 de nos années. Il est 5 fois plus petit que la Terre. Mars ne vaut pas trop la peine qu'on s'y arrête. Bon. Alors aussi, hein, quelques mesures de Mars par Cassini, 1666, et ces mesures-là, où on repère déjà quelques zones particulières sur Mars et qui permettent de mesurer la rotation de Mars. Donc la rotation de Mars était déjà connue en 1660 par les mesures de Cassini, donc pris à l'Observatoire de Paris, pas très très loin d'ici. Alors aujourd'hui, Mars, je pense que comme beaucoup de monde le sait, sur les planètes du système solaire, et quand on parle de vie extraterrestre, c'est celle qui intéresse le plus de monde, notamment parce qu'elle a hébergé de l'eau liquide. Alors ça, c'est pas Mars, hein, je vous rassure. Ça, c'est la Terre, mais c'est pour présenter ces formations qu'on appelle des formations en croûte de pain, qui se forment au fond d'océans ou de lacs assez importants, et qu'on retrouve sur Mars. Ça, par contre, c'est Mars. Donc on retrouve ces mêmes formations qui ont besoin d'une surface liquide importante pour se former, et puis également des écoulements de rivières, mais il y a également des présences d'eau. Donc clairement, Mars a hébergé de l'eau lorsqu'elle était jeune, et la question qu'on se pose maintenant sur Mars, c'est, on va voir tout à l'heure que l'eau est vraiment importante pour la vie, la question qu'on se pose sur Mars, c'est éventuellement, est-ce que l'eau est restée assez longtemps pour qu'une vie ait pu émerger, qu'elle ait pu disparaître après lorsque l'eau a disparu, mais c'est une question qui se pose et qui motive pas mal de moyens et notamment de sondes. Donc il va également s'intéresser aux étoiles. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que la Terre tourne autour du Soleil, ça a 2 conséquences. Soit les étoiles sont proches et on devrait les voir bouger tous les 6 mois, ce n'est pas le cas. Donc soit, si on ne voit pas les étoiles bouger, c'est que les étoiles sont très très loin et que leur mouvement apparent est très faible, même si on bouge nous-mêmes. Du coup, les étoiles sont très loin, et pour qu'on les voit aussi lumineuses dans le ciel, eh bien, ça veut dire qu'elles sont intrinsèquement très très lumineuses, au moins aussi lumineuses que notre Soleil. Donc voilà, les étoiles, les voilà donc lumineuses par elles-mêmes, et toutes en un mot, autant de soleils. Les étoiles fixes sont autant de soleils. Notre Soleil a des planètes qui l'éclairent. Pourquoi chaque étoile fixe n'en aurait-elle pas aussi qu'elle éclairera? Donc la problématique est posée. Tous les éléments scientifiques sont posés à l'époque, on est en 1680 et tous les éléments scientifiques sont déjà là pour pouvoir affirmer que les étoiles sont des soleils. Et c'est des mesures directes. Du moment qu'on accepte que la Terre tourne autour du Soleil, les mesures directes disent que les étoiles sont lointaines et que donc ce sont des étoiles, que ce sont des soleils ou que notre Soleil est une étoile. La question qui se pose derrière, naturelle, si les étoiles sont des soleils, le Soleil est accompagné de planètes, et bien pourquoi les étoiles, elles, ne seraient-elles pas accompagnées de planètes également? La question qui vient derrière est immédiate. S'il y a des planètes autour des étoiles, il y a une planète autour de notre étoile qui est habitée, pourquoi les planètes autour des autres étoiles ne seraient-elles pas habitées également? Donc toutes les questions sont posées, on est en 1680. Pour autant, et ça c'est peut-être un domaine particulier de l'astronomie pour ça, à cette époque-là, toutes les questions sont posées pour commencer à s'intéresser aux étoiles, commencer à s'intéresser aux amas d'étoiles qu'on va découvrir petit à petit, qui sont les galaxies, et toute la science astronomique qui va en découler, commencer à s'intéresser à l'organisation de ces galaxies en un univers. Et dans tous les autres domaines, de la physique stellaire, de la science des galaxies, tous ces domaines-là, petit à petit, les découvertes vont arriver petit à petit les unes après les autres. Et autant dans le domaine des planètes extrasolaires, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, là il n'y aura rien pendant 300 ans.
Il faudra attendre 300 ans entre le moment où la question scientifiquement peut être posée et le moment où on a enfin des données qui permettent de se dire, d'aller plus loin que se poser la question d'un point de vue philosophique. Donc du côté scientifique, il ne va rien se passer pendant 300 ans. Par contre, on va voir une myriade d'auteurs de science-fiction notamment ou autres qui vont eux se charger du sujet. Donc un sujet qui va devenir très présent, mais scientifiquement sur lequel on ne pourrait rien dire avant un certain temps. Donc le certain temps, il faut attendre 1995. 1995, la découverte de la planète 51 Pégase, autour d'une étoile de type solaire, donc découverte qui est faite par Michel Mayor et Didier Queloz, que l'on voit ici opposé à côté du télescope suisse à l'observatoire de la Silla au Chili. Et donc une découverte qui a été faite avec le télescope de 1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence, équipé d'un instrument qui a été développé conjointement par une équipe marseillaise et une équipe genevoise. Aujourd'hui, donc 20 ans après, on connaît 2000 planètes extrasolaires. Et tous les ans, on en découvre de plus en plus. Alors là, c'est un petit diagramme qui montre ici l'année de la découverte des planètes, entre 1995, la première, 2015, on n'est pas encore 2015, donc 2014, tout va bien, en fonction de la masse de la planète. Les planètes les plus massives sont par là. Là, c'est Jupiter a une masse qui est dans cette zone-là. Et les planètes les moins massives, les planètes de type super-Terre, on va voir de quoi on parle après, sont par ici. Donc là, il y a deux choses qu'on peut voir immédiatement. Premièrement, c'est qu'au début, on trouvait une planète, puis 5-6 planètes, puis aucune pendant 2 ans, puis à nouveau une petite dizaine de planètes, et puis plus ça va, plus on en découvre. Au point que là, c'est plusieurs centaines de planètes par an maintenant qui tombent, qui sont découvertes. Donc les méthodes s'améliorent, on en découvre de plus en plus. Puis il n'y a pas qu'une question de nombre, mais aussi une question de masse. Les premières planètes qu'on a découvertes, et pendant, on va dire, 5 à 10 ans, on était dans le domaine des planètes très massives, des planètes de type Jupiter. Et puis plus ça va, plus les méthodes de détection s'améliorent, et plus ça va, plus on détecte des planètes peu massives, et maintenant on arrive à détecter des planètes qui ont à peu près la masse de la Terre. Ça fait depuis 2005 qu'on est descendu en dessous de 10 masses de la Terre. Et là, donc pour autant, il y a beaucoup de planètes. On fait toujours des comparaisons. Vous pouvez voir là les noms qu'on leur donne. C'est pas par hasard. On leur donne des noms qui correspondent à des planètes qu'on connaît bien du système solaire. On a des planètes de type Jupiter, des planètes de type Neptune, des planètes de type super-Terre. On raccroche toujours à ce qu'on connaît bien, notre système solaire, parce qu'elles, pour l'instant, on les connaît moins bien. Pour autant, est-ce qu'il y a une planète quand on l'appelle Jupiter, quand on l'appelle Neptune ou super-Terre? Est-ce que ça veut dire que c'est des planètes qui ressemblent effectivement à Jupiter, à Neptune ou à une grosse Terre? Voilà, la question, on peut se la poser. Que veut vraiment dire ressemblance? À partir de ça, est-ce qu'il n'y a pas des différences dans ces ressemblances de termes? Des planètes qu'on appelle Neptune, est-ce que c'est vraiment des Neptunes? Des planètes qu'on appelle super-Terre, est-ce que ce sont vraiment des super-Terres? Donc là, je vous propose un autre diagramme, qui est peut-être le plus technique de la journée. Donc là, c'est quelques planètes. En noir, c'est les planètes du système solaire. En bleu, c'est des planètes extrasolaires qui ont une particularité, on a peu mesuré pour ces planètes. Alors je ne vais pas parler des méthodes de détection et de mesure aujourd'hui, on peut en parler après si vous voulez, mais là voilà, vous l'acceptez, on peut en discuter après comment on a pu mesurer. Mais pour ces planètes, on a pu mesurer leur masse, représentée ici en masse de la Terre, et puis leur rayon, en rayon de la Terre. Donc si on a la masse et le rayon, on a déjà des données sur la constitution du cœur, on peut avoir la densité de la planète. On peut avoir si elle est très dense, donc un petit rayon pour une masse donnée, au contraire très peu dense, et on peut commencer à se poser la question de quoi elle est constituée. Donc là, on voit la Terre qui a 1,1 notamment. Donc on voit tout de suite qu'il y a déjà 3 paquets qui sortent là. Il y a un paquet là qui est là, c'est ce qu'on va appeler les Jupiter. Il y a un paquet qui est par là, c'est ce qu'on va appeler les Neptunes. Puis il y a un paquet qui est par là, c'est ce qu'on va appeler les super-Terres. Donc si on s'intéresse au premier paquet, les Jupiter, on a à la fois une mesure de masse et de rayon, on se retrouve sur des densités qui sont autour de 1. 1, ça veut dire que c'est la densité de l'eau. On se retrouve sur des planètes qui ont à peu près la densité de l'eau. Même type que densité de l'eau. Jupiter, c'est un peu plus que 1. Saturne, c'est 0,8, donc Saturne, c'est moins dense que l'eau. Et on retrouve des planètes extrasolaires dans cette gamme-là qui ont le même type de densité. Même certaines, beaucoup, sont même encore beaucoup moins denses que l'eau, descendent des fois à 1/3 de la densité de l'eau. Mais on reste sur des choses très peu denses. Très peu sont plus denses que l'eau. Jupiter en fait partie, Jupiter est là.
Donc c'est parmi celles qui a le plus petit rayon pour ces planètes à des masses données. Donc la plupart des planètes de la masse de Jupiter ont des rayons plus gros, donc sont moins denses. Et des planètes aussi peu denses, la seule possibilité d'avoir quelque chose d'aussi peu dense, c'est que ce soit un objet majoritairement constitué de gaz, comme les Jupiters, où on a un cœur éventuellement rocheux ou éventuellement, et entouré d'une énorme enveloppe d'hydrogène et d'hélium. Alors suivant les planètes, le cœur peut être un peu plus gros, mais on a une énorme enveloppe de gaz. Donc dans cette catégorie-là, et les mesures le montrent, toutes les planètes extrasolaires qu'on trouve sont toutes des planètes essentiellement gazeuses. L'essentiel de la matière qui les constitue est du gaz, comme dans Jupiter. La deuxième catégorie de planètes, c'est les Neptunes. Là, on est autour de 15, 20, 30, 50 fois la masse de la Terre, pour donner l'ordre de grandeur. Neptune et Uranus, on est autour de 15 fois la masse de la Terre. Là, il y en a certaines qui sont un peu plus grosses. Alors Neptune et Uranus, les densités, c'est autour de 2 fois la densité de l'eau. Donc un peu plus dense que l'eau. Et là, effectivement, la constitution n'est pas la même. On a à nouveau un cœur rocheux, mais surtout, on a une grosse zone de glace. Donc c'est un peu plus dense que du gaz, une grosse zone de glace. Et puis derrière, une enveloppe de gaz, mais qui est beaucoup plus petite dans le cas d'Uranus et Neptune, par exemple, qui font autour de 15 fois la masse de la Terre. L'enveloppe de gaz, c'est 2 fois la masse de la Terre, et l'enveloppe de glace, elle, c'est 10 fois la masse de la Terre. Donc il y a beaucoup plus de glace que de gaz. Et effectivement, les planètes extrasolaires qu'on trouve dans ce domaine de masse, pour la plupart, ont des densités entre 1 et 2, certaines un peu plus faibles. Donc on peut avoir des géantes glacées, peut-être certaines ont un peu plus de gaz que notre Uranus et Neptune, mais on est dans cette catégorie de planètes qui sont des planètes où la glace doit l'emporter dans la constitution. On est sur des densités similaires à celles d'Uranus et Neptune. Et puis si on descend encore en masse, là on tombe dans les super-terres, et là ça devient plus compliqué. Parce que là la densité de la Terre c'est 5. Donc on est déjà beaucoup plus dense que Uranus et Neptune, on est constitué de fer et de silicate, on est beaucoup plus dense que de la glace, densité de 5. Et les planètes qu'on trouve ici, certaines ont des densités de 2, et pour être des densités de 2, ça doit être de l'eau, ce qu'on appelle une planète océan, c'est-à-dire avec peut-être un cœur de roche, mais essentiellement une énorme enveloppe d'océan, essentiellement que de l'eau, un océan de plusieurs milliers de kilomètres de profondeur, pour avoir des densités aussi faibles, ou de glace éventuellement, mais quand on est trop près de l'étoile, ou alors éventuellement entouré d'une couche de gaz importante également, c'est-à-dire quelque chose qui aurait 5 à 6 fois la masse de la Terre, mais qui aurait plutôt une constitution de celle d'un mini-Neptune que de celle de la Terre. Donc ça, c'est pour les planètes qui sont par là, donc qui pour à quelques fois la masse de la Terre ont des très grands rayons, des rayons de 8 fois la masse de la Terre, alors qu'elles font que 6-7 fois la masse de la Terre. Donc c'est des planètes très peu denses, même si elles ne sont pas beaucoup plus massives que la Terre. Et à l'inverse, on en a certaines qui ont une densité de 9, donc 2 fois plus dense que la Terre. Donc là, c'est des objets, il faut imaginer, qui sont essentiellement constitués d'un cœur métallique, alors que la Terre, il y a du métaux, il y a des silicates, etc. Elle a beaucoup plus de métaux. Et là, donc dans ces planètes qui sont dans cette zone-là, qui ont des densités de l'ordre de 5 ou plus, là, on a des planètes de type rocheuse. Donc il y a bien dans ces planètes super-Terre qui font de l'ordre ici de 2 fois la masse de la Terre à 10 fois la masse de la Terre, il y a bien des planètes rocheuses, ce sont celles-là. Ça fait à peu près 50 à 75% des planètes dans cette gamme de masse. Mais il y a aussi de l'ordre de 50 à 25% qui sont des planètes qui ne sont pas rocheuses. Mais il y a des planètes rocheuses dans cette gamme de masse. Donc juste c'est pour dire qu'en ce qu'on appelle une super-Terre, c'est un objet typiquement qui fait de 2 à 3 fois la masse de la Terre jusqu'à 10 fois la masse de la Terre. Le terme laisse souvent entendre que ça doit être des planètes de type rocheuse qui ressemblent à la Terre. Il faut retenir que ce n'est pas toujours le cas. Dans plus de la moitié des cas, c'est le cas, si je peux m'exprimer ainsi. Dans plus de la moitié des cas, ce sont effectivement des planètes rocheuses, mais il y a une petite moitié des cas où même si elle fait entre 2 et 10 fois la masse de la Terre, ce n'est pas forcément une planète rocheuse à laquelle on a affaire. Donc voilà les types de planètes qu'on détecte. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'elles sont nombreuses ? On en détecte, donc on va rester sur 3 types différents pour l'instant, donc les super-Terres, les Neptunes, les Jupiters. Est-ce qu'elles sont nombreuses ? Donc là, on commence à avoir suffisamment de détections pour s'intéresser à leur nombre, pour avoir une idée de leur statistiques. Et là, si on s'intéresse aux étoiles de type solaire, alors on a toujours eu envie de s'intéresser à ce qui nous ressemble. Si on s'intéresse aux étoiles de type solaire, c'est 10% des étoiles de notre galaxie. Hein. Les étoiles du type de notre Soleil, ce n'est pas la majorité des étoiles de la galaxie, c'est seulement 10%. Donc sur ces 10% d'étoiles de la galaxie, on sait déjà qu'il y en a au moins 14% qui hébergent des planètes géantes à moins de 10 ans de période. Le système solaire n'est pas dedans.
Le système solaire, il a bien une planète géante, mais elle orbite en 11 ans, donc pas en moins de 10 ans. Donc ça ne veut pas dire que les autres 86%, il n'y a pas de planète. Simplement, les autres 86% n'ont pas de planète géante à moins de 10 ans de période. Et puis il y a au moins la moitié des étoiles de type solaire qui hébergent des planètes super Terre et Neptune, c'est-à-dire on se place là entre 4 et 30 fois la masse de la Terre, à moins de 100 jours de période. À nouveau, notre système solaire n'est pas dans ces 50%. À moins de 100 jours de période, il n'y a pas une planète de plus de 4 fois la masse de la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc ça ne veut pas dire que les autres 50% n'ont pas de planète, mais il y en a au moins 50% qui ont des planètes. Et puis si on s'intéresse à un autre type d'étoile, moi que j'aime bien, c'est celle-là que j'étudie, donc j'en parle, ce qu'on appelle les naines rouges, ou les naines M. Les naines rouges, on va garder le terme de naines rouges. Ce sont des petites étoiles. Ce sont des étoiles qui font moins que la moitié de la masse du Soleil et qui font jusqu'à 10% de la masse du Soleil. Donc ce sont des petites étoiles. Les étoiles, plus elles sont petites, plus elles sont froides. Et plus elles sont grosses, plus elles sont chaudes. Donc ces petites étoiles, elles sont froides. La température de l'étoile est plutôt autour de 3000 degrés Celsius contre 5500 pour le Soleil. Donc des étoiles plus froides. Et du coup, un objet, plus il est froid, plus il est rouge. Donc ce sont des petites étoiles rouges. Voilà. On peut dire, voilà, petites étoiles rouges, qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant? Alors ce qu'elles ont d'intéressant, c'est qu'elles représentent 80% des étoiles de la galaxie. C'est essentiellement la population qui est majoritaire. Au moment de la formation des étoiles, plus l'étoile est petite, plus elle a de chances de se former. Donc les petites étoiles dominent la population de notre galaxie. Autour de ces petites étoiles, qui sont 80% des étoiles de la galaxie, on sait déjà qu'il y en a 6% qui hébergent des planètes géantes, donc un peu moins qu'autour des étoiles de type solaire. Par contre, on sait déjà qu'il y en a 80% qui hébergent ces planètes super Terre et Neptune à moins de 100 jours de période. Donc pratiquement toutes ces étoiles, qui sont 80% des étoiles de la galaxie, hébergent des planètes de type super Terre. Et il y en a sûrement des planètes de moins que de masse de la Terre, mais là aujourd'hui on n'est pas capable de les détecter encore, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc les planètes super Terre, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans l'univers. Donc on a vu que ces planètes super Terre, la moitié d'entre elles au moins sont de type rocheuse, ressemblent un peu à la Terre. On va se poser la question comme Fontenelle, si elles ressemblent à la Terre, il y a de la vie sur la Terre, pourquoi il n'y aurait pas de la vie sur ces planètes? Du coup, on va se poser la question, où chercher la vie? On va s'intéresser à ces planètes de type... on va s'intéresser à ces planètes. Alors la première chose qu'on va vouloir, c'est avoir des conditions favorables. Et les conditions favorables qu'on va retenir, c'est la présence d'eau. Alors pourquoi? La première partie du raisonnement, elle ressemble beaucoup à celle de Fontenelle, de De Fontenelle. Parce que notre planète, il y a de l'eau, il y a de la vie, donc si notre planète, il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. En gros, la vie, c'est peut-être pas facile à former, c'est sûrement pas facile à former, mais on sait qu'il y a un environnement dans lequel elle a pu se former, c'est un environnement de type terrestre, on sait qu'un environnement de ce type-là permet à la vie de se former. Ça ne veut pas dire que quand une planète a de l'eau, la vie va se former, mais ça veut dire que c'est un environnement qui est favorable. On a la seule expérience qui existe de formation de la vie, elle s'est faite dans une planète de ce type-là avec de l'eau. Donc c'est le seul environnement pour l'instant qui est prouvé comme pouvant donner naissance à la vie. C'est un petit peu limité comme premier raisonnement, mais on ne peut pas chercher tout azimut, donc il faut bien un petit peu se focaliser sur quelque chose au début, et on va se focaliser sur ce qui nous ressemble le plus. Bon, il y a quand même d'autres bonnes raisons. L'autre bonne raison, c'est que pour la vie existe, il faut capable d'avoir des molécules complexes, parce qu'on a quand même des messages un peu compliqués à coder dans notre corps, donc il faut des molécules complexes qui codent ce message. Et pour avoir des molécules complexes, rien de mieux que le carbone, qui est capable de faire les molécules les plus compliquées qu'on puisse imaginer. Il y a un autre élément qui est le silicium, qui permet de faire la même chose. En gros, le carbone est capable de faire des liaisons très très grandes et permet de faire des molécules très compliquées qui peuvent, comme l'ADN par exemple, puis peuvent quand même coder des messages relativement complexes. C'est moins qu'on puisse dire. La chimie du carbone, elle offre deux gros avantages également. Le carbone est relativement stable. Les molécules carbonées sont relativement stables et c'est quand même bien. Si toute la chimie qui se passait en nous était instable, on aurait du mal à survivre très longtemps. Elle est stable, mais pas trop quand même. Des fois, je n'ai pas entendu parler, on entend parler qu'on pourrait peut-être faire la même chose avec du silicium. Le problème du silicium, c'est qu'il est moins fréquent que le carbone, donc pourquoi prendre quelque chose qui est moins fréquent? Et deux, ça fait des molécules beaucoup plus stables, tellement stables que dans notre corps, quand même, il faut des échanges d'énergie incessants, sinon on ne vit pas. La vie, c'est des échanges d'énergie, et pour qu'il y ait des échanges d'énergie, il faut qu'il y ait de la chimie, il faut que les molécules se créent, se cassent, etc., vivent. Donc le carbone, pour toutes ces raisons,
à la fois être capable de faire des molécules complexes, des molécules qui sont relativement stables mais pas trop. En gros, on présente un bon optimum pour être quelque chose qui a besoin de coder une information complexe et a besoin d'avoir des échanges d'énergie constants tout en restant stable. Alors c'est bien beau d'avoir des molécules carbonées, mais si on a des molécules carbonées comme ça qui se trimballent dans l'air, elles ne vont pas tellement interagir chimiquement. Il faut les mettre dans un milieu où elles vont réussir à interagir chimiquement, c'est ce qu'on appelle un solvant. Et le meilleur solvant pour que les molécules carbonées interagissent, c'est l'eau. C'est pour ça que nous, dans nos cellules, on est rempli d'eau. Et toute la chimie se fait à l'intérieur des cellules qui sont remplies d'eau, et elle se fait dans de l'eau à l'intérieur de notre corps. Donc on a besoin d'un solvant pour que ces réactions complexes se produisent, et l'eau apparaît pour les chimistes comme le meilleur choix de solvant pour la chimie du carbone. Donc toutes ces raisons laissent à penser que vraiment l'eau est quelque chose de très très important pour que quelque chose d'aussi complexe chimiquement parlant que la vie puisse émerger. Donc on va rester à cette définition. Où chercher la vie ? Où chercher la vie ? Fontenelle, lui, proposait, si deux planètes de loin semblent se ressembler, il faut envisager qu'elles sont semblables. Aujourd'hui, on tente de préciser ce que veut dire se ressembler. Jusqu'à quel point deux planètes doivent se ressembler pour dire qu'elles sont semblables, et des choses qui se passent sur Terre peuvent se passer sur ces planètes. Et la première réponse qu'on a envie d'apporter, c'est de l'eau liquide en surface, comme sur Terre. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour quelqu'un ne proposera pas autre chose et puis qu'on verra si on peut le faire, mais pour l'instant, on est basé là-dessus. Donc pour l'instant, on va chercher des planètes qui peuvent proposer de l'eau liquide à sa surface, et c'est autour de ces planètes qu'on va chercher une présence de vie. Donc ça a une première contrainte sur la masse de la planète. Il faut de l'eau liquide. Il ne faut pas que la planète soit trop peu massive, comme la Lune ou comme Mars. Dans les deux cas, la Lune et Mars, la planète est trop peu massive, ou le satellite dans le cas de Mars, tant et si bien que la gravité de la planète n'est pas suffisante pour retenir une atmosphère importante. Et l'atmosphère s'en va. Soit elle n'est pas présente au début, soit si elle est présente, elle s'échappe, parce que les molécules sont capables d'avoir des molécules de gaz autour de la planète, ont vite une vitesse suffisante pour échapper à l'attraction de la planète, et la planète perd complètement son atmosphère, ou ne garde plus qu'une atmosphère très très faible. La pression atmosphérique à la surface de Mars, c'est 1% de la pression atmosphérique à la surface de la Terre. Et lorsqu'on est dans un milieu où la pression atmosphérique est très faible, l'eau a une particularité de se transformer directement de l'état de glace à l'état de vapeur, et se sublime, sans jamais passer par l'état de l'eau liquide. Et si on met de l'eau liquide aujourd'hui sur Mars, elle va survivre quelques temps, mais très peu de temps, elle va se mettre à bouillir même s'il fait très froid, elle va se mettre à s'évaporer et à devenir de la vapeur d'eau. Donc l'eau liquide ne peut pas exister sur Mars aujourd'hui, simplement parce que la pression atmosphérique à la surface de Mars est trop faible. Donc il faut une planète qui est assez grosse pour avoir une gravité suffisante pour retenir à nouveau une atmosphère assez importante, pour avoir une pression atmosphérique qui ne soit pas négligeable, qui soit de l'ordre de la moitié ou un peu plus, un peu moins que celle de la Terre. Donc voilà, donc on voit Fontenelle là, qui se posait des questions effectivement sur le fait qu'il n'y avait pas de nuages au-dessus de la Lune. Voilà, on sait pourquoi maintenant, s'il n'y a pas de nuages au-dessus de la Lune, c'est notamment parce qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune, donc l'eau liquide ne peut pas subsister. Si de l'eau est présente, elle passe immédiatement de l'état de glace à l'état de gaz, elle ne passe jamais par l'état d'eau liquide. Donc ça, c'est pour les... Il faut une planète assez grosse, trop petite, ça ne marche pas, mais il ne faut pas non plus une planète trop grosse. Une planète trop grosse, elle va être entourée, comme Neptune, d'une énorme enveloppe de gaz. Une enveloppe de gaz qui fait 2 fois la masse de la Terre dans le cas de Neptune. Donc la pression à la surface de Neptune, elle est de plusieurs centaines de millions de fois la pression atmosphérique à la surface de la Terre. Et ça, la conséquence qu'il y a derrière, c'est que de l'eau qui est soumise à une telle pression, elle est tellement pressurisée que quelle que soit sa température, elle est cristallisée. C'est-à-dire qu'on a toujours affaire à de la glace et jamais à de l'eau liquide, même s'il fait 300 degrés Celsius ou 500, ça reste de la glace, parce que la pression est telle que l'eau cristallise sous une pression aussi forte, même si la température est très élevée. Donc même si on plaçait Neptune à la place de la Terre, en dessous de l'atmosphère de Neptune, on aurait de la glace toujours, on n'aurait pas de l'eau, parce que même si la température serait plus élevée, la pression atmosphérique est telle qu'on n'a que de la glace en dessous, et pas possibilité d'avoir de l'eau liquide. Donc ça contraint en gros qu'il faut une planète qui fasse entre la moitié de la masse de la Terre à peu près, jusqu'à 10 fois la masse de la Terre,
Ça peut être 7, ça peut être 8, hein, c'est un ordre de grandeur, ça dépend un peu de la constitution, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc on est dans le domaine des planètes de type terrestre, ça nous rassure. On peut avoir de l'eau liquide sur la Terre, ça nous rassure. Et on peut aller éventuellement jusqu'à peut-être 10 fois la masse de la Terre, mais en tout cas pas au-dessus. Donc on est dans le domaine soit des planètes de type terrestre, soit des super-terres qu'on a vues tout à l'heure, et les super-terres qu'on est capable de détecter aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément important. Le deuxième élément, il est basique. Il faut que la planète ne soit pas trop près de l'étoile, sinon il fait trop chaud. Il ne faut pas qu'elle soit trop loin, sinon il fait trop froid. Il faut qu'elle soit à la bonne distance. La question, ça va être, c'est quoi la bonne distance, hein ? Il faut qu'elle soit à la bonne distance pour être ni trop chaude ni trop froide. Et cette bonne distance, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. La zone habitable autour d'une étoile, c'est l'intervalle de distance autour d'une étoile qui permet l'existence de l'eau liquide. On va voir que la zone habitable autour d'un système solaire, la Terre est dedans, bien sûr, mais ça commence un peu avant, ça va un petit peu au-delà. Donc là, cette définition de zone habitable autour d'une étoile, de temps en temps, dans les communiqués de presse qui sortent quand on découvre une planète, on annonce rarement une planète habitable, ça on se méfie, mais souvent vous verrez entendre parler, annoncer d'une planète découverte en zone habitable. Donc c'est ça, cette fameuse zone habitable, la zone dans laquelle on imagine que la température de la planète est la bonne pour permettre l'existence d'eau liquide. Alors comment maintenant on fait pour imaginer quelle est cette zone habitable, à part que la Terre est dedans? Bon, c'est un élément. La difficulté, c'est qu'il n'y a qu'une seule planète de type terrestre avec de l'eau liquide qu'on connaît bien, c'est la Terre. Les autres, on va voir qu'il y en a peut-être d'autres, mais on n'a pas des bonnes mesures, des mesures précises pour être capable de les comprendre en détail autant qu'on comprend la Terre. Donc la plupart des raisonnements, ils ont été faits en prenant la Terre, en prenant tous les modèles climatologiques qui ont été développés pour la Terre, notamment pour les personnes qui se posent la question du réchauffement climatique. Il y a des modèles extrêmement complexes qui sont développés sur la Terre, et puis en changeant l'insolation, en faisant comme si la Terre était rapprochée du Soleil, ou en faisant comme si on éloignait la Terre du Soleil et on regarde ce qui se passe. Alors le problème, c'est que ça a des limites, parce que la Terre, on sait ce qui se passe quand elle est à une distance qu'elle est. Si on la met plus proche ou plus loin, il y a peut-être des phénomènes physiques qui vont se produire qu'on ne connaît pas encore, qu'on a essayé de les comprendre, mais il y en a peut-être qui nous ont échappé. Donc c'est, on va dire, la zone habitable que je vais présenter aujourd'hui, c'est un état de la connaissance aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, il aura un peu changé, parce qu'il y aura des nouveaux éléments qu'on aura compris. On n'a pas le droit de le faire en vrai, on n'a pas le droit de prendre la Terre, de la rapprocher un peu, de l'éloigner un peu pour voir ce que ça donne, paraît que les gens ne seraient pas contents, enfin, on ne peut pas le faire. Donc la première chose qu'on prend, on prend la Terre, on la rapproche du Soleil. Qu'est-ce qui se passe? Alors première chose qui se passe, il fait plus chaud. Il fait plus chaud, donc on augmente le taux d'évaporation des océans. Donc il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau a quand même un mauvais goût, c'est d'être un des pires gaz à effet de serre. Donc si on met plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y aura encore plus d'effets de serre qu'aujourd'hui. Donc c'est un effet qui va s'emballer. Plus on chauffe la planète, plus on augmente la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et plus on va chauffer la planète. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce qu'au début, il y a quelques phénomènes de contraction, de contre-réaction, il y a quelques phénomènes qui font qu'au début, on a beaucoup de nuages qui se développent, des nuages comme des nuages qui ressemblent à ceux d'orage, et qui développent d'énormes structures de convection. On voit ces gros nuages d'orage l'été, ça a d'énormes structures de convection qui prend la chaleur en bas et la monte en haut. Bon, ça permet de refroidir un peu le bas, mais ça ne dure qu'un temps. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça ne dure qu'un temps. Et en gros, si on rapproche la Terre de plus que 15% de sa distance aujourd'hui au Soleil, on va avoir vraiment cet effet de serre qui va s'emballer. Il va s'emballer à tel point que la température à la surface de la planète va monter à 1300 degrés Celsius. Donc on a un effet de serre qui s'emballe très vite. Ça décroche, dès qu'on passe à peu près 0,85, on rapproche la Terre de 15%. Ça devient plus chaud que Vénus d'ailleurs. Alors plus chaud que Vénus, pourquoi? Parce que Vénus, il n'y a pas d'eau dans son atmosphère, donc l'effet de serre est plus faible. Si on mettait de l'eau dans l'atmosphère de Vénus, la température de Vénus monterait à ces 1300 degrés Celsius. Il serait aussi élevé que ça, alors qu'aujourd'hui elle est que de 450. Donc on voit que la zone habitable autour d'une étoile, il y a une limite interne, il ne faut pas rapprocher la planète de trop près, et la Terre est pas loin de cette limite interne, et si on la rapproche trop, ça va se gâter. Ça va se gâter très vite. Alors ça c'est la limite interne, maintenant la limite externe, qu'est-ce qui se passe? On éloigne la Terre du Soleil, mais il fait plus froid. Jusque-là tout va bien. Il fait plus froid, donc la température diminue, donc les océans vont geler. Donc on va s'obtenir une planète qu'on peut appeler une planète boule de neige ou boule de glace qui est ici.
Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, si on gèle les océans, on va rompre un équilibre important qui se produit sur Terre, qu'un équilibre long terme, mais qui est important, qui se produit sur Terre dans le cycle du gaz carbonique. Si on oublie ce que fait l'homme, on n'est pas d'hommes qui sont en train de brûler tout ce qu'il peut à l'heure actuelle, tout le pétrole qu'il peut, qui trouble aussi cet équilibre, mais on oublie. On prend une planète où il n'y a pas d'hommes qui sont en train de dépenser toutes les énergies fossiles. Donc dans une planète comme la Terre, il y a du production de gaz carbonique dans les volcans, et elle est importante. Ça, c'est un premier terme. Donc il y a du gaz carbonique qui est produit, et il y a du gaz carbonique qui est piégé par ce qu'on appelle un phénomène de lessivage, c'est-à-dire que les pluies qui tombent sur le sol emmènent du gaz carbonique qui est dans l'atmosphère avec elle, et qui va piéger ce gaz carbonique à la surface de la Terre sous forme de carbonate, donc des roches qui contiennent du carbone. Et on a un cycle qui est important tant qu'il pleut, avec production de gaz carbonique et destruction de carbone par ces pluies, et il y a un équilibre entre les deux. Si on se met à geler la Terre, il ne pleut plus. Donc il n'y a plus que production de gaz carbonique, il n'y a plus destruction du gaz carbonique, il n'y a plus de production. Le taux de gaz carbonique va augmenter dans l'atmosphère, l'effet de serre va donc augmenter dans l'atmosphère, et la planète va à nouveau se réchauffer. Et on va obtenir comme ça un nouvel équilibre, jusqu'à temps, donc le gaz carbonique va augmenter jusqu'à temps que les océans peuvent fondre et que le cycle de la pluie peut se remettre en place pour à nouveau lessiver ces carbonates. Donc on va produire plus de gaz carbonique parce qu'il n'est pas piégé, la température va augmenter, et on va obtenir, au moment que les océans vont à nouveau être liquides, un nouvel équilibre avec production par les volcans et piégeage par les carbonates du gaz carbonique. Mais cet équilibre va se faire avec une température qui est la même que celle que la Terre aujourd'hui, mais avec parce que si la température est plus faible, les océans gèlent, donc la même température que celle de la Terre aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc il y a un effet d'équilibre qui se produit, même si on éloigne la Terre du Soleil. Pendant longtemps, on va garder une température qui est les mêmes, mais naturellement, il y a un cycle qui, naturellement, le taux de gaz carbonique va augmenter dans l'atmosphère pour permettre à augmenter l'effet de serre et pour permettre de garder une température similaire. Donc pour ça, dans tout ce raisonnement, on voit qu'il faut qu'il y ait du production de gaz carbonique par les volcans. S'il n'y a pas de volcan, ça se gâte. Et d'ailleurs, s'il n'y avait plus de volcans aujourd'hui sur Terre, ça pourrait se gâter. Parce que le taux de gaz carbonique va baisser, et l'effet de serre va baisser, et la planète va se mettre à geler. Donc les volcans sont importants pour les conditions d'habitabilité. S'il n'y a pas de volcan, il y a un terme d'équilibre important qui manque pour avoir une atmosphère qui est à la bonne température. Donc ça, en gros, ça marche dans nos modèles, jusqu'à temps qu'on éloigne la Terre jusqu'à peu près 2 fois la distance Terre-Soleil. Puis à 2 fois la distance Terre-Soleil, on se rend compte qu'il y a des choses qui gênent, c'est qu'il y a tellement de gaz carbonique dans l'atmosphère de ces planètes qui condensent dans des nuages de gaz carbonique en haute atmosphère qu'on voit de temps en temps sur Mars, ces petits nuages-là. Ce n'est pas des nuages d'eau, ça, c'est des nuages de glace, de gaz carbonique qui se produisent à très haute altitude. Et quand il y a trop de ces nuages-là, la planète devient complètement blanche, donc elle réfléchit complètement la lumière du Soleil, et la lumière du Soleil n'arrive pas à aller jusqu'à la planète, et la planète va refroidir. Donc dans nos modèles, on peut faire aller une planète jusqu'à 2 fois la distance Terre-Soleil. Si c'est une planète comme la Terre, elle reste habitable. Ça veut dire que Mars est dans la zone habitable du système solaire. Si Mars était plus gros, si Mars avait une atmosphère plus importante, on pourrait imaginer que Mars ait de l'eau liquide à sa surface encore aujourd'hui. Ça nous amène à la zone habitable. On va regarder là, ici, 0 c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la zone habitable autour du Soleil démarre quelque part entre Vénus et la Terre, à peu près 0,85 unités astronomiques, et va jusqu'à environ 2 fois la distance Terre-Soleil, 2 fois l'unité astronomique. La Terre, bien sûr, est en plein dedans, heureusement. Si on ne la trouvait pas dedans, ça veut dire qu'il faut réviser nos modèles. Et Mars est dedans également. Ça, c'est aujourd'hui. On dit régulièrement que dans 5 milliards d'années à peu près, le Soleil va devenir une géante rouge. Et à ce moment-là, la Terre va devenir très chaude. Mais en fait, ça va se gâter un peu avant pour la Terre, parce que le Soleil, il a beau être relativement stable, sur sa phase de vie actuelle, il s'échauffe très très lentement, et depuis le début de sa vie, il s'échauffe très très lentement, tant et si bien que dans 2 milliards d'années, il va être un tout petit peu trop chaud, et la Terre va sortir de la zone habitable dans 2 milliards d'années. Donc là, je viens d'enlever 3 milliards d'années à la durée de la vie encore. Voilà, bon, il nous reste encore un petit peu de temps. Mais dans 2 milliards d'années, ça se gâte, et la Terre va sortir de la zone habitable bien avant que le Soleil devienne une géante rouge. Plus de 2 milliards d'années avant, la Terre ne sera plus habitable. Donc ça, c'est pour une étoile qui ressemble au Soleil. Je vous ai dit tout à l'heure que
les étoiles de type du Soleil, c'est seulement 10% des étoiles de la galaxie, et que 80% des étoiles de la galaxie sont des petites étoiles, ce qu'on appelle des naines rouges. Ces naines rouges, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont beaucoup plus froides que le Soleil. Donc pour qu'une planète ait la même température autour d'une naine rouge que la Terre autour du Soleil, eh ben, il faut qu'elle soit beaucoup plus proche de cette étoile, vu que cette étoile est plus froide. Tant et si bien que si on prend une étoile qui fait, on va dire, 0,3 fois la masse du Soleil, qui est ici, ben, la zone habitable, elle va être à 10% de la distance Terre-Soleil aujourd'hui. Donc une planète en zone habitable autour d'une naine rouge, elle va être là et elle va orbiter autour de son étoile en 30 ou 50 jours. Et malgré qu'elle orbite très proche autour de son étoile en 30 ou 50 jours, l'étoile est tellement froide que cette planète est en zone habitable autour de son étoile. Et alors voilà, ce n'est pas une surprise que c'est autour de ces étoiles qui sont les plus fréquentes. Et puis en plus, nos méthodes de détection sont plus sensibles aux périodes courtes. Il est plus facile de détecter une planète qui tourne en 30 à 50 jours autour de son étoile qu'une planète qui tourne en 1 an autour de son étoile. Donc une des toutes premières planètes en zone habitable qui a été découverte, c'est Gliese 667 CC. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Thierry Montmerle dans l'autre salle juste avant, où il y a une proposition qui va être de donner des noms aux planètes, donc c'est pour éviter de les appeler justement de ces noms barbares, Gliese 667 CC. Donc c'est une planète qui tourne autour d'une étoile de 0,3 masse solaire qui est là. Il y a 2 autres étoiles dans le système et qui sont plus loin, donc elle a 3 étoiles dans son ciel, ça c'est joli. Une étoile qui fait 0,3 masse solaire, la planète fait 4 fois la masse de la Terre, orbite en 28 jours autour de son étoile, et elle reçoit de son étoile 90% de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Donc des conditions d'insolation extrêmement proches de celles de la Terre pour cette planète. Donc cette planète, pour la petite pub, donc c'est notre équipe grenobloise qui l'avons découverte en 2012. Alors ça, c'est une vue d'artiste. Bien sûr, on n'a pas cette image-là. Nous, ce qu'on a, c'est ça. Mais généralement, c'est un peu plus difficile à présenter. Alors, je vais quand même le présenter. Sur cette étoile, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des mesures de vitesse de l'étoile. Donc, on a fait des mesures de vitesse de l'étoile. Chaque point rouge ici, c'est une mesure de la vitesse de l'étoile. Et puis, si l'étoile était toute seule, n'était pas accompagnée de planètes, sa vitesse serait toujours la même. Or là, ce qu'on mesure, c'est que de temps en temps, sa vitesse diminue, puis réaugmente, puis va rediminuer, puis va augmenter, comme ça régulièrement. Et si cette vitesse change régulièrement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de perturber cette étoile, c'est parce qu'il y a une planète qui est en train de tourner autour de cette étoile, et la planète a une petite gravité. Donc la planète attire un petit peu l'étoile, même si c'est la planète qui fait le plus grand chemin. Dans ce genre de système, ce n'est pas l'étoile qui est au centre et qui ne bouge pas, et la planète qui tourne autour. En réalité, la planète bouge beaucoup, mais l'étoile tourne un petit peu également. Donc on a ce genre de phénomène. L'étoile va être perturbée par sa planète de manière gravitationnelle et la vitesse de l'étoile va changer parce que la position de l'étoile change au cours du temps à cause de la planète qui lui tourne autour. Donc je les mets quand même pour autre chose, pour illustrer un autre point. Donc chacun de ces points, c'est 20 minutes de temps de télescope de 4 mètres de diamètre, donc qui sont quand même assez difficiles à obtenir. Il y a plus de 400 points qui sont présents ici. Donc on est au moins à 15 jours de mesure uniquement sur cette étoile-là pour obtenir la détection. Ce n'est pas 15 jours continus, c'est un point un jour, un point le lendemain, un point 3 jours après, etc., intégré sur des années. Mais on a l'équivalent de 15 jours de temps de télescope, et puis si on prend que de temps en temps il ne fait pas beau, ça veut dire qu'on a l'équivalent de 3 semaines de télescope qui est pris intégralement pour faire cette détection-là de cette planète. Donc ça, c'est juste pour dire que des étoiles pour lesquelles on a pu faire autant de suivi, rester aussi longtemps dessus, il y en a très peu. On n'est pas capable de faire ça autour de centaines d'étoiles parce qu'il n'y a simplement pas assez de temps de télescope. On est capable de faire ça autour d'une petite dizaine d'étoiles et pas plus aujourd'hui. On développe maintenant des nouveaux instruments qui vont être beaucoup plus efficaces de manière à faire des mesures plus rapides et d'être capable de mesurer beaucoup plus d'étoiles avec beaucoup de mesures. Mais c'est juste pour dire que obtenir autant de mesures sur une étoile, c'est pas facile et il y en a très peu qu'on est capable de faire. Pour autant, aujourd'hui, on connaît de 7 à 14 planètes en zone habitable. Confirmés, il y en a d'autres qui attendent confirmation, mais confirmés entre 7 et 14. 7 et 14, ça dépend de la définition qu'on prend, on peut jouer un peu sur les limites internes. Bon. Mais en gros, voilà, ça donne l'ordre de 10 à peu près. Et la majorité d'entre elles sont autour de ces naines rouges. Donc celle dont je vous parlais, c'est celle-là. C'est celle qui, pour l'instant, a les caractéristiques les plus proches de celles de la Terre.
Donc on en connaît entre 7 et 14, pour autant, on a vu qu'il faut énormément de temps de télescope pour les détecter et que c'est très difficile à faire. Donc il y a très peu d'étoiles qu'on a mesurées et pour être capable de détecter ces planètes-là. Donc en détecter autant, soit c'est qu'on a une chance infinie, qu'on a peut-être mieux fait de jouer au loto, soit c'est qu'elles sont extrêmement nombreuses et que même si on mesure très très peu d'étoiles, il y a de grandes probabilités qu'on tombe sur une planète en zone habitable à l'intérieur. Et c'est effectivement cette solution qu'on met en avant, plutôt le fait qu'on ait beaucoup de chance. Et donc si on continue quelque part nos statistiques, je disais tout à l'heure qu'autour des naines rouges, 80% des naines rouges hébergent des planètes de type Super-Terre et Neptune. On va un petit peu plus loin, on arrive au chiffre que 40% hébergent des planètes Super-Terre en zone habitable. Donc juste, on va se poser un petit peu sur quelques chiffres. Notre Voie lactée, c'est 200 milliards d'étoiles. Sur ces 200 milliards d'étoiles, il y a 160 milliards de naines rouges. Si 40% d'entre elles hébergent des planètes en zone habitable, de type Super-Terre, on est à 60 milliards de planètes Super-Terre en zone habitable dans notre propre galaxie. Donc les planètes de type rocheux, même si toutes les super-terres ne sont pas rocheuses, c'est quand même la majorité, des planètes de type rocheuse en zone habitable, ça pullule dans notre galaxie, il y en a énormément. Alors on revient un tout petit peu à Fontenelle, on fait un petit aller-retour. Tout cet espace immense qui comprend notre Soleil et nos planètes ne serait qu'une petite parcelle de l'univers. On a donné infiniment plus d'étendue et de profondeur à cette voûte en la partageant en 1000 et 1000 tourbillons. Alors Fontenelle était un adepte de la forme des planètes à la Descartes qui tournent dans des tourbillons de gaz. Donc là, il allait déjà sur cette notion que des planètes, il y en avait énormément autour de nous. Donc voilà, si on se pose un peu une question de la vie dans l'univers et des différentes étapes à avoir, à faire, pour aller jusqu'à éventuellement une détection de la vie, il y a un certain nombre de questions à se poser, là j'en ai mis 5. La première, d'un point de vue seulement observationnel, la première c'est, est-ce que les planètes existent autour des autres étoiles? Donc ça fait depuis plus de 300-400 ans qu'on pense que oui, mais ça fait seulement 20 ans qu'on sait que oui. Donc 95, découverte des premières planètes, donc bientôt 20 ans l'année prochaine, 95, découverte des planètes autour des étoiles. Parmi ces planètes qui tournent autour des étoiles, les premières qu'on a découvert, ce sont des planètes de type Jupiter. Donc la deuxième question, qui ne sont pas du tout planètes de type Jupiter, qui ne sont pas du tout favorables à l'émergence de vie. Donc la deuxième question, c'est parmi ces planètes, est-ce que celles de type terrestre sont fréquentes? Et ça, en gros, c'est depuis 2005 qu'on a les premiers chiffres qui nous indiquent que les planètes de type super-Terre sont nombreuses. Plus ça va, plus on les précise, et plus on se rend compte qu'elles sont nombreuses. Mais ça fait pas loin d'une dizaine d'années qu'on pense qu'elles sont nombreuses. La question suivante, c'est, parmi ces planètes super-Terre, celles qui sont dans les zones habitables sont-elles fréquentes? Et là, depuis 2012, on dit oui. Elles sont extrêmement fréquentes. On a pas loin de la moitié des étoiles qui doivent héberger des super-Terres en zone habitable, peut-être même plus. Mais il reste deux questions. Ce n'est pas les plus simples. Parmi ces planètes super-Terres en zone habitable, lesquelles ont effectivement de l'eau liquide à leur surface et vont passer du statut de planète en zone habitable en planète habitable, c'est-à-dire avec de l'eau liquide à la surface? Ça, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Ça, c'est le point de quelques missions qui sont en train de se développer. Je vois des jeunes dans la salle, si certains d'entre eux font une thèse en astronomie après, ça va peut-être être pour eux plutôt que pour moi. Question suivante, s'il y a de l'eau liquide à la surface, est-ce que la vie se forme facilement? Alors ça non plus, on n'a pas la réponse, et on n'est pas prêt d'y aller sur ces planètes pour avoir une réponse de visu à partir d'images de petites bébêtes éventuellement qui courent à la surface. Pour autant, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Fontenelle disait c'est beaucoup d'ignorance sur bien peu de science, mais il faut s'en consoler aujourd'hui. Et on va essayer de prendre en compte ces questions et de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les années qui viennent. Alors là, le premier point, c'est en 2018 va être lancé le James Webb Space Telescope, donc un télescope de 6 mètres de diamètre lancé dans l'espace, qui va pouvoir faire des mesures très précises par rapport à ce qui est possible de faire sur Terre, où on est troublé par l'atmosphère. Là on sera hors de l'atmosphère, donc un télescope pratiquement équivalent aux plus gros télescopes qui existent aujourd'hui sur Terre, qui font 10 mètres de diamètre. Là on sera à 6 mètres, mais dans l'espace. Et il y a un certain nombre de planètes qui ont le bon goût. Donc lorsqu'une planète tourne autour d'une étoile, elle peut tourner dans n'importe quel sens autour de l'étoile par rapport à nous, il n'y a pas de direction privilégiée. Mais de temps en temps, il y en a qui ont le bon sens de tourner pile dans l'axe
de l'observateur et qui passe régulièrement, on va dire que l'étoile est ici, et qui passe régulièrement entre l'étoile et l'observateur. C'est ce qu'on appelle des planètes qui transitent. Et à chaque passage, elles font une petite éclipse. Ça s'appelle des planètes qui transitent. Chaque passage font une petite éclipse. C'est sur ces planètes-là qu'on a pu mesurer le rayon d'ailleurs. Hein, parce que plus le rayon de la planète est grand, plus le transit va être important. Donc chaque passage devant l'étoile, pof, on va voir la luminosité de l'étoile qui va baisser un petit peu parce que la planète est en train de l'occulter un tout petit peu. Et pendant le transit, il y a des choses intéressantes qui vont se produire. C'est que lorsque la planète normalement est beaucoup plus petite que l'étoile. Hein. Là c'est pour le dessin, je l'ai mis à la même échelle, mais normalement il faut la prendre beaucoup plus petite. Il y a une partie de la lumière de l'étoile qui part de l'étoile, paf, qui tape dans la partie rocheuse de la planète et qui est arrêtée, qui n'arrive pas jusqu'à l'observateur. Mais il y a une partie de la lumière qui va passer dans la haute atmosphère de la planète et qui va arriver jusqu'à nous. Sauf que dans la haute atmosphère de la planète, il y a des gaz. Il y a certains gaz qui vont absorber certaines couleurs et pas d'autres. On va faire ce qu'on appelle la spectroscopie par transmission. Et suivant quelles couleurs ont été absorbées et quelles couleurs n'ont pas été absorbées par l'atmosphère de la planète, eh ben, on va avoir une idée de quelles matières gazeuses, quels gaz sont présents dans l'atmosphère de la planète. C'est des mesures qu'on est capable de faire aujourd'hui lorsque c'est des planètes de la taille de Jupiter qui passent devant une étoile. Pas encore lorsque une planète de la taille de la Terre qui passe devant une étoile parce que le signal est extrêmement fin, extrêmement ténu, extrêmement petit et il faut être capable de capter beaucoup de photons dans un espace très stabilisé. Donc il faut un télescope de 6 mètres dans l'espace pour être capable de faire la mesure dans le cas où c'est une planète de la taille de la Terre qui passe devant une étoile. Mais dans ce cas-là, on devrait être capable de faire à partir de 2018 des mesures de spectroscopie d'atmosphère. Et alors là, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'on veut détecter ? La première chose qu'on pourrait détecter, c'est de la vapeur d'eau. Et si la planète est en zone habitable et il y a de la vapeur d'eau dans son atmosphère, on va se dire qu'il y a quand même de grandes chances qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface. Donc ça, c'est la première chose qui sera possible de détecter. La deuxième chose qu'on aimerait détecter, mais ça, le James Webb Space Telescope ne pourra certainement pas le faire parce que c'est plus compliqué, il faudra encore attendre la génération suivante, dans 20 ou 30 ans peut-être, de missions spatiales. Pas tout de suite encore, mais c'est un objectif premier. La deuxième chose qu'on a envie de détecter, c'est si on regarde les atmosphères de Mars et de Vénus, si on fait, voilà, on mesure la lumière, puis on voit qu'il y a une couleur particulière où il y a quelque chose qui est absorbé. C'est à la même couleur que quelque chose est absorbé par Mars, que quelque chose absorbe plutôt la lumière, et ce quelque chose, c'est du gaz carbonique. Donc quand on observe Vénus et Mars, on voit essentiellement quoi ? Du gaz carbonique. On ne voit pas d'eau, déjà, ou très peu, dans le cas de Mars, et on voit surtout du gaz carbonique. Quand on regarde la Terre, c'est pas la même chose. Il y a du gaz carbonique, bien sûr, mais aussi de l'ozone, il y a de l'eau en quantité plus importante, et il y a encore d'autres éléments. Et pourquoi c'est très différent ? Alors, l'atmosphère de la Terre, à son origine, ressemblait beaucoup à celle de Mars et de Vénus. Et si la différence est notable aujourd'hui, c'est parce que sur Terre, il y a de la photosynthèse. Il y a de la photosynthèse qui consomme du gaz carbonique et produit de l'oxygène. S'il n'y avait pas de vie sur Terre, si on faisait la même mesure, on obtiendrait une mesure qui ressemblerait à la mesure faite sur Mars ou la mesure faite sur Vénus et pas la mesure faite sur Terre. Donc la vie lorsqu'elle est massive, elle va tellement influer la planète, tellement consommer d'énergie, qu'elle va changer de manière radicale la composition atmosphérique de la planète. Donc même à distance, si on est capable de faire une analyse chimique à distance de l'atmosphère de la planète, eh bien on pourra peut-être tomber sur certaines compositions, où on va se gratter la tête, on ne va peut-être pas tomber tout de suite sur la composition chimique de la Terre, hein, mais on va peut-être tomber sur des compositions chimiques d'atmosphère, on se grattera la tête pour dire est-ce que c'est un phénomène naturel, géologique qui peut produire ça, ou est-ce que c'est tellement compliqué qu'il faut évoquer la vie. Et c'est toute cette piste-là qui est poussée à l'heure actuelle de détecter ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs d'une activité biologique, et qui donnent des traces importantes dans l'atmosphère de la planète. Donc il faut imaginer un peu quelques techniques, et Fontenelle le résumait bien lui-même. Hein. Toute la philosophie n'est fondée que sur deux choses, sur ce qu'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais. Car si vous aviez les yeux meilleurs que vous ne les avez, vous verriez bien si les étoiles sont des soleils qui éclairent autant de monde ou si elles n'en sont pas. Encore, si ce qu'on voyait, on le voyait bien, ce serait toujours autant de connu, mais on le voit tout autrement qu'il n'est. Les vrais philosophes passent leur temps à ne point croire ce qu'ils voient et à tâcher de deviner ce qu'ils ne voient pas. Je pense qu'il a relativement bien résumé ce qu'est encore la science aujourd'hui. Voilà, donc pour conclure avec Fontenelle, Fontenelle a vécu à une époque où le monde est en train de vivre une révolution, une expansion sans commune mesure. On était dans un monde où la Terre était au centre de l'univers, il y avait des planètes et des soleils qui tournaient autour, et puis c'était borné
par une sphère des étoiles. Voilà, c'est un monde tout petit, hein, le monde d'avant Copernic. C'est la Terre au milieu, des planètes autour, et puis une sphère des étoiles qui clôt tout ça. C'est un monde extrêmement petit. Et à l'époque de Fontenelle, ce monde explose. Le Soleil passe au centre, la Terre se met à tourner autour, et les étoiles sont projetées à des distances très lointaines. Et on peut s'imaginer qu'il y a des planètes autour de ces étoiles. Donc il y a une expansion complète de la vision de l'univers à l'époque de Fontenelle. Et aujourd'hui, au début du XXe siècle, voilà, on a une autre révolution qui est que pendant longtemps, les seules planètes sur lesquelles on pouvait compter pour essayer de comprendre comment une planète pouvait se comporter, c'est celle du système solaire. Et là, on commence à pouvoir poser la question de l'habitabilité ailleurs. Non seulement se poser la question, ça fait 300 ans, mais on commence à pouvoir amener des données scientifiques pour aller plus loin, pour commencer à se dire, ok, les planètes en zone habitable sont très nombreuses, comment on va faire pour les étudier? Comment on va pouvoir faire pour éventuellement passer d'une étape à il y a peut-être de la vie ailleurs plutôt qu'à une présomption. Voilà, il a fallu plus de 3 siècles entre le moment où les planètes autour des autres étoiles sont devenues un centre d'intérêt, donc ça c'est en 1600 et quelques, et celui où la science aujourd'hui a réellement pu amener des éléments de réponse. Alors entre-temps, bien sûr, l'imaginaire collectif s'est emparé de la question, et moi c'est une question que je pose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt médiatique sur les planètes extrasolaires de manière générale, et je pense que ce point effectivement où c'est un domaine qui est resté sans réponse pendant 300 ans alors qu'on attendait des réponses, c'est pas complètement pour rien, et avec un certain nombre d'auteurs de science-fiction notamment qui se sont emparés. Voilà. Et pour finir, une deuxième conclusion, promis il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3, avec un auteur beaucoup plus moderne qui est Watterson, qui a publié pour moi en 90 une phrase qui est peut-être la preuve formelle que la vie extraterrestre existe. On passe à une étape suivante. Donc dans cette très belle publication de Calvin et Hobbes, donc je vous cite sa phrase, hein, la preuve qu'il y a des êtres intelligents ailleurs que sur Terre et qu'ils n'ont pas essayé de nous contacter. Voilà. Je vous remercie.